On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit père et fils Boulris qui, tous deux, ont lancé des livres. Pour le patriarche, évidemment, c'est un 20e et plus. Pour le fiston, c'est son tout premier livre, un recueil de poésie. Mais d'abord, on rencontre le nouveau directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un nouveau conseil, une nouvelle mairesse, mais oui, et surtout un nouveau directeur général. Donc, on a clarifié rapidement la question de la direction générale à l'Hôtel de Ville. Il est avec nous, c'est Daniel Dubois. Bonjour et bienvenue. Et surtout, félicitations. Merci, M. Latour. Bon, vous êtes issu du monde des pompiers, bien oui, principalement. Quoique dans la dernière année et demie, on vous avait nommé comme directeur général adjoint. On était dans une période de transition à l'Hôtel de Ville après le départ de François Vaillancourt avec votre collègue Stéphane Baudin qui a décidé de rester encore un petit bout. On savait que vous aviez des ambitions à la direction générale, mais on ne pensait pas que la mairesse, voulait y aller aussi rapidement. Elle aurait pu faire le choix avec son conseil d'aller à l'extérieur, de faire un concours et tout ça. Mais rapidement, vous l'avez convaincu que vous étiez l'homme de la situation. Bien, écoutez, en fait, ce qu'on voulait surtout à l'interne, c'est que l'administration, l'appareil administratif soit stabilisé rapidement. Ouais. On a plusieurs professionnels en place qui ont été échaudés. Le fait qu'il y avait de l'intérim aussi, à un moment donné, ça prend un pilote dans le navire pour dire, bon, bien, voici vers où on s'en va en fonction des orientations du conseil et au bénéfice de la population. Donc, notre volonté était rapidement qu'on stabilise la direction générale, que ce soit à l'interne ou à l'externe, mais que tout le monde puisse reprendre son siège avec des orientations puis qu'on puisse être guidé maintenant. Bon, il semble que l'équipe en place et Mme Bouchard a manifesté le désir, nous a rencontrés, puis semblait avoir des bons mots pour nous. On en était bien contents. Puis on a fait partie, on a rencontré une équipe de sélection, un groupe de sélection qui nous ont posé des questions sur notre façon de voir les choses. Ouais. Et puis, en fait, on nous a proposé des postes. Mais votre nomination envoie un message très fort parce que, on le fait rapidement à la première assemblée où, en gros, c'est à peu près la même équipe de direction. Vous avez juste inversé les sièges. Absolument. Parce que Stéphane Baudin est redevenu directeur général adjoint. Vous avez une nouvelle venue, mais qui n'est pas une nouvelle venue parce que la directrice des ressources humaines, elle est déjà là depuis plusieurs années, à la seule différence que maintenant, elle va assumer la direction générale adjointe. Donc, bref, on a un trio qui est déjà connu de l'interne. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise là, pour les employés de l'Hôtel de Ville, pas des nouveaux visages, là. En fait, je souhaite que ce ne soit pas une mauvaise surprise, bien évidemment, mais je pense que la notion de stabilité est importante. Là, avec et le Conseil l'a bien entendu. Le Conseil l'a bien entendu. J'avais une grande importance à la complémentarité de l'équipe. Pour moi, c'était primordial. Il fallait démontrer une équipe unie, s'assurer d'une équipe unie et complémentaire à la direction générale et assurer une stabilité. Je voulais aussi, et j'en ai parlé aux membres du Conseil, je voulais que nos équipes de professionnels, l'administration complète, se reconnaissent dans l'identité de la direction générale, que ça fasse partie d'un tout, que ce soit de la famille. Parce que c'est important d'avoir la culture joannaise et qu'on puisse continuer en ce sens-là. En fait, je vous dirais continuer, qu'on puisse développer maintenant l'avenir avec cette culture-là, dans la stabilité, dans la paix, dans le calme. C'est ce qu'on voulait. Bon. En même temps, quand je dis un peu à la blague, on a inversé les rôles, mais c'est un peu vrai parce que dans les faits, Stéphane Baudin a été votre patron pendant quelques mois. Effectivement. Puis là, c'est l'inverse qui se produit. Vous devenez le patron de Stéphane Baudin. Donc, comment ça se fait à l'interne? Écoutez, Stéphane et moi, on a passé les derniers 18 mois ensemble de façon très rapprochée et de façon très ouverte. On avait des discussions ouvertes sur la suite des choses à donner, la suite des choses à faire. Qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous intéressait un peu moins. Et dans la discussion qui a eu lieu suivant les élections, c'était très ferme, c'était très clair. M. Baudin est rendu plus loin que moi dans son évolution de carrière. Il a tenu la barre à plusieurs reprises à la Ville, au moins 3 reprises après la direction générale. Il voulait boucler la boucle. Il a été un bon pompier. Il a été un bon pompier, d'où la complémentarité de l'équipe. Oui, c'est ça, ouais. Il voulait boucler la boucle avec certains services, après au-dessus de 35 ans au sein de la Ville. Et puis, il voulait le faire aussi, peut-être en ayant un petit peu moins de pression sur les épaules que ce qu'il a subi dernièrement. Parce qu'il serait admissible à la retraite, techniquement, là, ce que je comprends, ou presque. Là. Absolument. Mais il a décidé de continuer encore un bout. Là. Il a décidé de continuer un bout avec une équipe dynamique. Je vous dirais ça, une équipe positive, une équipe dynamique à la direction générale, ce qui était aussi mon souhait à moi. Bon.
Je le disais en introduction, vous arrivez dans l'univers de la sécurité incendie. Vous étiez directeur du service incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais auparavant, vous étiez aussi à Saint-Hyacinthe. Vous avez eu une carrière également du côté de Brossard. Est-ce que ça arrive souvent qu'un directeur d'incendie devient ultimement directeur général de la ville? Souvent, la réponse est non. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est arrivé? Oui, mais ça n'arrive pas souvent. Vous savez, je vais parler d'incendie ou de la police. Hein. Ce sont des domaines d'activité qui sont très en silo au sein des municipalités et des villes au Québec. À tort ou à raison, moi je pense que c'est à tort parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus transversal que ce que c'est là, mais bon. Ce qui fait que ces directeurs-là, qui sont souvent des directeurs dans les plus gros services municipaux, hein, si on parle de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, donc qui développent une expertise en gestion, restent souvent dans leur silo et n'accèdent pas à la direction générale. C'est aussi des services qui sont moins exposés aux élus en cours de mandat parce que relativement autonomes. Mais effectivement, mais je pense qu'on va le voir de plus en plus aussi parce qu'il y a une ouverture au niveau de la gestion en sécurité publique. Vivez-vous, oui ou non, le syndrome de l'imposteur? Je précise ma question, puis je le vis moi-même dans mon propre domaine. Moi, je suis issu du domaine de l'information, je suis journaliste, je suis devenu aujourd'hui directeur général de station de radio. Or, dans ma propre industrie, c'est assez rare que les gens d'information dirigent une station de radio, musicale, etc. Dans votre cas à vous, est-ce que le regard même des collègues dans la boîte fait comme « Ah oui, le gars des incendies est devenu directeur général de la ville. Y a-t-il une erreur? C'est quoi le lien? » Est-ce que vous vivez ça aussi? Cette espèce de syndrome d'imposteur? Je le vis, mais pas parce que je viens de l'incendie. Je le vis parce que je viens d'accéder. On m'a donné l'opportunité d'accéder à un poste de directeur général de la 11e plus grosse ville au Québec. Je pense que si on est le moindrement humble, on vit cette espèce de syndrome de l'imposteur-là, peu importe d'où on vient. Parce que nécessairement, il n'y a aucune formation universitaire qui te forme pour être directeur général de ville. Effectivement. Tu es formé pour être gestionnaire. Donc, souvent, ou dans la majorité des cas, un directeur général de ville ou de municipalité provient de l'un des services municipaux. C'est souvent ça. Donc, peu importe du service d'où tu proviens, quand tu arrives à la direction générale, tu te dois, je pense, avec humilité, d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, puis de dire... Mais je vous dirais plus l'humilité de dire, je connais certains domaines d'activité, du moins celui d'où je viens, mais je me fie à mon équipe en qui j'ai confiance pour pouvoir me guider pour le reste. Quand on accède à un poste de direction générale, on devient chef d'orchestre. On ne sait pas nécessairement jouer de tous les instruments, mais on est capable de battre la mesure puis de dire quand il faut que les corps rentrent, il faut que la flûte rentre. Bon. Là, vous savez qu'au moment de la dernière séance du Conseil, vous avez eu 2 cadeaux, parce que le premier cadeau, c'était de vous nommer directeur général de la Ville. Mais le deuxième cadeau que le Conseil vous a fait, c'est ça ici. Ça, c'est l'organigramme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un nouvel organigramme. Et le changement majeur, c'est que dorénavant, autant les finances que les ressources humaines vont relever directement de la direction générale. Vous savez que vos prédécesseurs, François Vaillancourt ou même Daniel Desroches, n'ont jamais vécu ça. Non. Ça, c'est tout un cadeau que vous avez là. En fait, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui avait été demandé. Donc, c'est un cadeau commandé, je vous dirais. Les deux ressources fondamentales au sein de la Ville pour donner du service aux citoyens, ce sont, 1, les ressources humaines, en premier. 2, les ressources financières pour pouvoir matérialiser les orientations du Conseil. Il était essentiel, à mon égard, que ces 2 services-là, que ces 2 ressources-là relèvent directement de la direction générale. Les ressources humaines, c'est de façon horizontale sur la grandeur de l'organisation municipale et ça doit être directement à la direction générale. Les finances, naturellement, que on est en train de travailler pour le budget 2022, là, on était finalisé tout ça, doit aussi être directement à la direction générale pour qu'on puisse s'assurer que les orientations du Conseil se matérialisent en finances pour pouvoir les réaliser en cours d'année. Donc, pour moi, c'était essentiel. Bien, c'est pour ça que je vous dis. Moi, je suis content pour vous. Parce que, normalement, là, une vraie organisation, l'argent puis les ressources humaines, ça relève de la tête en haut. Ce qui n'était pas le cas à Saint-Jean pendant trop nombre d'années. Là, c'est le cas. Vous avez encore, évidemment, police et pompiers qui relèvent de vous directement, tout comme le service des communications. Là, parlant des pompiers, il y avait, évidemment, depuis votre départ, un chef des pompiers par intérim? Oui. Est-ce que ça, il faut clarifier ça prochainement? Bien, effectivement, c'était le directeur adjoint, c'est M. Guy Descoteaux, qui assurait l'intérim à la direction. Et M. Jean Arsenault, maintenant, qui assure la direction adjointe au niveau des incendies. Ce sera M. Descoteaux et contractuel. Ce sera quelque chose qu'on va régler au retour des fêtes.
pour voir de quelle façon on peut stabiliser aussi l'organigramme du côté du service d'incendie. Bon. Et la mairesse nous disait dans une entrevue précédente, en fait diffusée hier, que oui, on a une nouvelle directrice générale adjointe en la personne de Maude Clossé, mais qui va combiner aussi sa propre fonction de directrice des ressources humaines. Or, la mairesse Bouchard nous dit oui, mais il n'est pas impossible qu'on nomme éventuellement un directeur ou une directrice adjointe au niveau des ressources humaines pour aider Mme Clossé. Donc, ça aussi, c'est dans ce qu'on veut faire, là. Effectivement, c'est en réflexion actuellement, là, mais c'est une des orientations que l'on pourrait prendre. Donc, de maintenir la direction du service des ressources humaines à la direction générale, à Mme Clossé, et de mettre un directeur ou directrice adjointe au niveau des ressources humaines. Effectivement. Bon, là, vous avez un nouveau conseil de ville, une nouvelle mairesse. Il y a beaucoup de nouveaux élus qu'on doit encadrer, tout ça. Il y a des nouveaux comités, bref. Mais là, pour vous, c'est assez clair, la direction dans laquelle le conseil, dans le fond, les orientations du conseil, c'est un peu ça. Le conseil décide des orientations, puis après ça, vous autres, vous êtes dans l'exécution de ce qu'on vous a demandé. Donc, le topo est assez clair maintenant. Clair maintenant, en fait, ce qu'on a comme orientation jusqu'à maintenant, donc on se parle aujourd'hui, là, cette semaine, c'est la plateforme électorale de l'équipe Bouchard. Ouais. Donc, effectivement, que rapidement, nous avons pris possession de la plateforme électorale, on a lu les orientations. Maintenant, pour être certain que de l'arrimage entre l'administration et le groupe d'élus, on a préparé, on va avoir le 20 janvier prochain une journée complète d'orientation et priorité. Directeur adjoint, direction générale, avec l'ensemble des élus. Pour qu'ils nous présentent leur plateforme électorale et leurs attentes pour les prochaines années, qu'on priorise les axes d'intervention, qu'au niveau de l'administration, qu'on puisse aussi présenter quels chantiers sont déjà en cours, parce que certains sujets sont déjà entamés, et qu'on leur présente quel est le cadre financier de la ville, au niveau, entre autres, du PTI ou du PQI, du plan quinquennal d'immobilisation, pour démontrer, bien, voici l'enveloppe, voici le cadre financier. Est-ce que ça rentre dans les orientations de vous, mesdames, messieurs, des membres du conseil? Oui, puis éventuellement, on pourra s'en parler, mais il va y avoir tout un questionnement sur les infrastructures, sur l'entretien des infrastructures, sur le fait de loger des employés, exemple au Bougainvilliers en location, plutôt que de peut-être acheter un bâtiment pour les loger. Bref, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Là. Absolument, absolument. Et quand on parlait de chantier déjà en cours, c'en est un. Ça. Tout à fait. Donc, tout le plan immobilier, le programme, la stratégie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Daniel Dubois, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit père-fils Jacques et Nicolas Boulris, qui tous deux ont lancé des livres. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, belle émission. L'informateur Joannet est avec nous pour parler de football scolaire. Et en deuxième partie, le gouverneur des remparts du Richelieu. Ouais. Je vais être là, Alexandre Baudouin. Et Bruno va parler du retour des expos. Oh yes! Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est toujours intéressant, dans un contexte particulier, de recevoir un père et son fils qui, dans ce cas-ci, visiblement partagent une passion, on peut dire, une passion commune, celle de l'écriture. Dans le cas du fils, ça s'est même avéré dans la musique aussi. Bref, je vous présente nos deux invités qui ont tour à tour lancé des livres, des bouquins. Il s'agit de Jacques Boulris qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Nicolas Boulris. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bon. Monsieur Jacques, c'est pas le premier livre. On est rendu à combien, là? Le 24e.
24e. Oui, ça fait quelques ans déjà. Mais pour Fiston, c'est le premier. Ah non, tout premier, moi, c'est assez grisant que de publier pour la première fois un bouquin, surtout à côté d'un grand auteur comme Jacques. Bon. Parlons tout d'abord de ce projet, de ce recueil de Oui. poésie, parce que dans le fond, c'est ce qu'on appelle ici les ouvrages du temps en 4 saisons. Oui. Donc, Jacques, à quel moment Fiston a dit qu'il voulait faire un recueil de poésie? Ah mon Dieu, ça fait plusieurs années. Ça. Nico a toujours écrit, pour autant que je me souvienne, à l'adolescence, Ouais. toujours l'idée de prendre en note, de souligner les événements, les atmosphères. Toujours, j'ai l'impression d'ailleurs que dans le recueil, il y a des textes qui datent de plusieurs années, qui sont toujours vivants, là, mais si je ne me trompe Ben, pas. il y a une phrase, tu disais, il y a une phrase que j'ai reprise et qui se ramasse dans le livre, je ne sais plus où, mais que j'ai écrit à 11 ans. C'était dans un concours de poésie Ouais. à Saint-Jean ici, puis je me souviens que mon texte s'était ramassé dans le Canada français. Je prends pour acquis que j'avais gagné le concours, mais j'en suis pas certain. Mais j'avais été, en tout cas, dans les finalistes. Moi, je me souviens que tu avais gagné le concours. J'avais gardé d'ailleurs le montant. Il l'a mis à la barre. Fait qu'il y a certaines affaires, effectivement, qui datent il y a longtemps. Pourquoi y aller par la poésie pour un premier bouquin? C'était vraiment ça que tu voulais faire? Ben, en fait, j'ai jamais vraiment voulu faire ça. Ce qui arrive, c'est que moi, j'écris des chansons, d'abord. C'est que ces chansons-là, avec le temps, se ramassaient sur mon bureau, parfois en prose, parfois en vers, et certaines chansons demeuraient des textes, en fait. C'était toujours souvent dans l'intention d'en faire des chansons. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un corpus de textes qui n'étaient pas des chansons, qui étaient autre chose. C'était de la poésie qui s'accumulait à gauche de mon bureau. Et puis, à un moment donné, l'idée d'en faire un manuscrit m'est arrivée. Et puis là, je me suis mis à écrire davantage. D'ailleurs, ça a comme stimulé Ça fait peut-être 4-5 ans. J'ai dit, je pense que j'ai le goût d'écrire un bouquin, de publier des choses que j'avais jamais publiées. Puis l'élément déclencheur pour le faire pour le vrai, c'était quoi? Ah, On le fait là. L'élément déclencheur, c'est on le fait là. C'est souvent l'élément déclencheur dans ma vie, c'est on le fait là. Et en quoi Jacques a donné un coup de pouce à ce projet-là, Jacques? Je me souviens de Nicolas qui m'a laissé, il y a plusieurs années, un manuscrit qui n'était pas un livre. C'est-à-dire qu'un livre, c'est une construction, c'est une structure. Puis, à ce moment-là, j'avais dit à Nico, tes textes sont intéressants, mais il faut que le livre, ça soit un ensemble avec un ordre, une séquence. Puis à partir de ce moment-là, je pense que Nico a souligné le côté des saisons. Ouais. Des ouvrages, mais en 4 saisons, des ouvrages du temps en 4 saisons. Et ça fait plusieurs années de ça, effectivement. Je pense que ça t'a amené à composer un texte qui est un univers, mais à saisir aussi que chacun des textes constitue une séquence aussi dans l'ensemble. En quoi il a guidé ou donné des conseils dans le... Bien, dans ça, le ça a recueil? tout changé. Parce que c'était super beau. Tu sais, je me disais, mon père, il va me dire qu'il aime ça. Jamais je croirais. Puis son commentaire est excellent. C'est très beau, mais c'est pas un livre. Et ça a été hyper enrichissant pour moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il avait parfaitement raison. Ça m'a permis de faire du ménage et effectivement de ramasser les ouvrages du temps en 4 saisons. Ça l'a permis de faire cette proposition-là où effectivement les textes avaient certaines choses en commun qui me permettaient de souligner un aspect et un chapitre plus tard d'en souligner un autre. Et pendant ce temps-là, Jacques, lui, il sort aussi un livre, Les mots de mon père, un nouveau bouquin qui se résume à quoi? Ça se résume au regard d'un journalier, d'un forgeron qui a travaillé à la forge de l'usine Seigneur et qui avait tout un vocabulaire pour dire la beauté de vivre, pour dire la douceur. Et c'est ce vocabulaire-là et ce regard-là, il m'est apparu lors d'un séjour à la campagne, il m'est apparu grâce, ça fait drôle à dire, grâce à un cheval qui était dans le clos voisin et qui m'a rappelé mon père, qui aimait beaucoup les animaux, mais dont la famille avait perdu la ferme lors de la grande crise. Et j'ai commencé à aller voir ce cheval-là avec une pomme, puis à lui parler de mon père. Évidemment, il ne répondait pas. Mais curieusement, j'ai découvert aussi quelle sensibilité cet animal-là avait. Puis à partir du moment où j'ai commencé à raconter des souvenirs que je notais ensuite en arrivant à la maison, tout ce que mon père a été pour moi et pour Nico aussi, parce que ça s'est transmis aussi,
c'est revenu de façon extrêmement intense, parfois douloureuse aussi, mais le plus souvent dans une espèce de forme de chaleur, de douceur, qui ressemblait beaucoup à de la flanelle. Tu sais, Éric, c'est curieux parce que on ouvre les journaux maintenant où on regarde la télé, puis souvent on parle des hommes violents, abuseurs, des pères qui ont été absents, des pères... Ben, c'est tout le contraire. Moi, j'ai eu un père qui m'a bercé beaucoup plus que ma mère. J'ai eu un père qui m'a enveloppé de sa tendresse, alors que j'ai compris plus tard que c'était un miracle, parce qu'il y avait, au fond, peu de raisons d'être heureux. Il avait perdu ce qu'il aimait, c'est-à-dire les animaux, la ferme, la nature, pour se retrouver 40 ans dans une forge que j'ai visitée vers la fin de sa carrière. C'est épouvantable. Mais sa première richesse, c'était ses enfants? Son enfant. Son enfant? Oui. Mais il aurait voulu en avoir d'autres. Ça aussi, je le raconte dans un chapitre du livre. Ce livre-là reprend... Ma mère y apparaît aussi. Elle n'a pas toujours le beau rôle. Pourtant, je l'ai aimé beaucoup, surtout à partir de sa maladie, quand j'ai écrit le livre La mémoire des mots. Maman n'a pas toujours le beau rôle là-dedans, mais papa a su rétablir l'équilibre du couple dans son amour, puis sa patience aussi. Je voulais raconter ça dans un contexte où les pères sont souvent absents ou décriés ou présentés comme des gens violents. Mais moi, j'en ai eu un doux. Je voulais le dire. Nicolas, quel est le regard que tu portes sur ton père, sur sa carrière, mais sur l'humain qu'il est, tout court? Bien, c'est drôle parce que quand on était petit, je sais pas comment je pourrais résumer ça, mais je me souviens qu'à un moment donné, mon père m'avait dit, tu sais, on n'est pas des chums. Tu sais, j'étais un père. Ouais. Je me dois d'être un père. Puis, tu sais, j'avais trouvé ça rassurant. Le temps passe et c'est drôle aujourd'hui. Je pense que là où on est, c'est ce que je t'ai dit il y a quelques années, je pense que là, on peut être des chums. Tu sais. Oui. Et je pense que cette douceur-là, cette sensibilité-là que mon père a, je la trouve remarquable. Je la vois de plus en plus. Je l'ai toujours senti. Et je pense que les mots, effectivement, nous ont rapprochés. Pas qu'on n'a jamais été très, très loin, mais sa job de père étant un peu plus derrière, là, il est dans le job de grand-père, ça nous permet, nous, de devenir un peu, peut-être, des frères. Ce qui vous unit dans tout ça, quand on regarde Jacques Boulris, ses propres enfants, sa progéniture, c'est les mots. Oui. Parce que ce soit de la musique, de l'écriture, de la politique, bref, c'est les mots qui vous unissent. Et Éric, Ah, ben oui. quel commentaire pertinent. On a fait un lancement, Nico et moi, là, il y a quelques semaines, un lancement auquel Alexandre a participé avec un tournevis que mon père avait fabriqué. Puis on l'écoutait présenter le tournevis sorti de la boîte à outils de mon père. Puis je me disais, Nico, Alex ou moi, bon, peu importe, mais effectivement, la capacité de faire passer des informations ou de l'émotion avec des mots. Puis avec aussi tout ce qu'on est, avec nos tripes, avec la plus sincérité possible. Que ce soit de la poésie ou écrire des chansons, Ouais. en quelque part, il y a une ressemblance. Ah oui, bien pour moi, On est en dans fait, le même terrain. Là. pour moi, je trouve que c'est le même terrain. Il y a des gens qui vont dire le contraire, puis ils ont parfaitement raison, probablement, mais je trouve que la chanson est d'abord de la poésie. Puis parfois, la musique parfois, la musique est déjà là quand tu écris. Parfois, c'est la musique, simplement le rythme des mots. Je sais pas, on dirait que ça fait partie de la même famille pour moi, je trouvais. Puis c'est d'ailleurs pour ça que dans les ouvrages du temps, on va y retrouver des chansons aussi que j'ai publiées avec Le Vent du Nord, mon groupe, ou avec des projets solo que j'ai faits, des chansons qui sont assez proches de la poésie. Puis ensemble, je pense qu'ils finissent par se côtoyer. Ça fait. Mais on est aussi dans la musique traditionnelle. Ouais. Parce que c'est ce que tu fais, avec, entre autres, avec Le Vent du Nord. Mais ça, c'est une autre affaire d'étrange dans ma vie. Parce que la musique traditionnelle, pour moi, c'est devenu deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la tradition orale, vraiment l'oralité qui est fondamentale à la musique traditionnelle. C'est des choses qui nous arrivent d'ailleurs, qui nous ont été transportées souvent donc par l'oralité. Et il y a aujourd'hui, la musique traditionnelle est devenue aussi un style. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs. Une manière de faire, une manière de jouer de tel instrument, puis tout ça. Fait que quand j'écris
de la chanson dans un esprit traditionnel. Je m'inspire de la mémoire, mais ça reste pour moi de la création dans le style de et non pas de la tradition comme telle. Fait que c'est plus proche encore de la poésie que de l'oralité. Tu sais. Puis, c'est ça, récemment, vous avez eu un petit lancement aussi, je pense, c'était à la Trinquette. Ouais. Vous avez fait aussi, je pense, le Salon du Livre. Oui. Hein, c'est ça? Vous Oui. étiez assis Oui. côte à côte. Ben oui, Ouais. cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de partager ces moments-là avec ses enfants, avec son fils? Je te résumerais ça en disant que faut que je fasse un effort considérable pour ne pas pleurer. Parce que je trouve ça émouvant. C'est une chance unique, incroyable, de partager le bonheur des mots, le bonheur d'être dans cette coïncidence qui s'appelle la vie avec les gens qu'on aime. Tu sais, puis ça, pour moi, c'est magique. C'est un privilège d'être avec Nico au Salon du Livre, au lancement. Puis quand Alexandre vient dire son mot aussi, c'est comme si j'entendais derrière nos têtes tous ceux qui nous ont précédés puis qui disent Ouais. c'est le fun, les gars. Ouais, c'est très émouvant. Ouais. As-tu l'impression d'être dans la continuité de la lignée Boulris? Oui, par rapport aux mots, mais par rapport à plein Ouais. d'autres choses aussi, je pense, des façons de voir. De toute façon, moi, comme j'aime l'histoire, comme j'aime la mémoire et la transmission, j'essaie effectivement d'être un de ces maillons. Puis l'écriture, évidemment, peut-être nous a rapprochés en ce sens-là, d'autant Ouais. plus. Oui. Alors, 2 nouveaux ouvrages disponibles en librairie. Évidemment, Les mots de mon père, signé par Jacques Boulris, et ce recueil de poésie, Les ouvrages du temps en 4 saisons, signé par Nicolas Boulris, un premier ouvrage. Bien, à vous deux, merci infiniment. Merci. Puis, longue vie à cette tradition. Oui, c'est ce qu'on Merci. s'est dit, on va essayer de faire rebelote. Oui, ça serait chouette. Merci, Éric. Très Merci, gentil. salutations. Merci. Ouais. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Le guide loisirs et complicité est maintenant soit rendu à vos portes ou via le web. Donc, c'est maintenant disponible pour l'édition 2022, notamment avec les ateliers de loisirs auxquels les gens peuvent s'inscrire pour avoir des informations additionnelles. Vous allez directement sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean. À demain. Bye-bye.